précisions importantes sur la méthode d'ISA. Le système d'ISA ne permet pas d'expliquer complètement le comportement d'un individu. Il existe d'autres modèles d'analyse comportementale, mais les vertus pédagogiques du DISA le rendent facile à comprendre. Pour définir les schémas comportementaux, il existe d'autres éléments que les couleurs. Le modèle d'ISA repose sur des études psychologiques approfondies. Traduit dans 35 langues, il est utilisé dans le monde entier. Au cours de l'histoire, certaines cultures ont eu recours à des modèles similaires. Le système des 4 humeurs, par exemple, remonte à l'Antiquité et à Hippocrate, qui vécut voilà 2500 ans. Environ 80% des êtres humains ont un comportement influencé par la combinaison de 2 couleurs. 5% sont marqués par une seule couleur, les 15% restants par 3 couleurs. Le profil le plus courant est le comportement totalement vert, ou vert associé à une autre couleur. Le moins courant est le comportement totalement rouge, ou rouge associé à une autre couleur. Il peut y avoir des différences en fonction du sexe, mais je ne traiterai pas ici la dimension du genre. Le modèle d'ISA ne peut servir à analyser le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, le trouble de la personnalité borderline, le syndrome d'Asperger, ni à poser d'autres diagnostics. Il existe toujours des exceptions à la règle. Les humains sont des êtres complexes. Des rouges peuvent être humbles et des jaunes capables d'une écoute attentive. Des verts apprennent à gérer des conflits et beaucoup de bleus savent quand il est temps d'arrêter de vérifier un document. Tout ce qui est écrit ici est une question de discernement. Les problèmes surgissent lorsque le discernement est limité. Personnellement, je suis rouge et bleu, avec un soupçon de jaune. Rien de vert chez moi. Désolé. Tous des idiots? N'abordez pas les différents rôles que nous jouons sur notre lieu de travail. Beaucoup de lecteurs m'ont demandé s'il était possible d'aller plus loin. Bien sûr que oui. Imaginez un individu expérimenté, déterminé à obtenir des résultats, obligé de régler un dossier épineux en collaborant avec un collègue en quête de sécurité et de tranquillité. Si chacun ne fait pas un effort, des difficultés surgiront. Mais si le premier est le patron du second, qu'en est-il? Et si le second est le boss du premier? La situation devient alors tout bonnement fascinante. Et si le leadership s'en mêle, alors oui, on peut rapidement retrouver mes fameux idiots. Je sais bien que vous ne traiteriez jamais votre chef de crétin en sa présence, mais vous n'êtes pas sans savoir que certains postes connaissent de vraies difficultés s'ils sont placés sous les ordres d'un manager incompétent. Dans ce cas, il faut alors prendre en compte les qualités personnelles du collaborateur et du patron, tout en ne perdant pas de vue que le second a autorité sur le premier. Si l'un de vos copains est un vrai salopard, vous pouvez toujours couper les ponts. Si votre N+1 a des exigences insensées, c'est plus compliqué, mais le dialogue n'en devient que plus précieux. C'est ce que je vais tenter d'expliquer dans ce livre. Quels sont les devoirs d'un supérieur hiérarchique? Personnellement, je pars du principe que le patron porte la plus grande part de responsabilité, que c'est à lui de gérer les problèmes et de trouver les solutions. Naturellement, il peut être stressé pour telle ou telle raison, mais même mis sous pression par son boss, il reste responsable de son équipe. Il ne peut pas s'abriter derrière son propre stress et prétexter qu'il n'a pas le temps. Il incombe au chef d'échanger avec ses collaborateurs et d'au moins essayer de leur donner ce dont ils ont besoin, de préférence avant qu'ils lui en fassent la demande. Je ne crois pas non plus qu'un patron devrait mettre ses actes sur le compte de l'ignorance. Non. Être le boss ne se résume pas à rester assis derrière un bureau, tout le monde devrait le savoir. Au cours de mes 20 années d'expérience en tant que consultant spécialisé dans les problèmes de leadership, j'ai rencontré une foule d'excellents dirigeants. Certains manifestaient un talent naturel pour l'exercice, d'autres avaient appris le métier à la dure. Leur staff les admirait, les aimait et était prêt à relever tous les défis pour eux. Un bonheur de travailler avec eux. J'ai également connu mon lot de patrons absolument nuls. Certains n'avaient pas intégré ce que le poste impliquait. Les uns auraient peut-être aimé l'apprendre, les autres n'en avaient absolument rien à faire. Pour moi, ce sont les pires. Certains étaient carrément inutiles, encombrants. Leur entreprise n'avait vraiment pas besoin d'eux. Les raisons pour lesquelles il y a tant de mauvais chefs sont bien entendu multiples, mais l'on discerne cependant certains schémas récurrents qu'il est judicieux d'apprendre à reconnaître. Des responsabilités sans l'autorité. Je me suis moi-même retrouvé dans ce genre de situation, en tant que subordonné écrasé par énormément de responsabilités, mais sans un poil de pouvoir.
Les attentes de ma direction étaient plus ou moins impossibles à satisfaire, et je faisais l'objet de toutes les critiques dès que quelque chose n'allait pas. En revanche, je n'étais jamais félicité en cas de succès, et pourtant je n'ai jamais été du genre à courir après les compliments et les récompenses, simplement parce que j'ai fait mon boulot. Mais lorsque j'atteignais un objectif un peu ardu, j'aurais aimé que quelqu'un, c'est-à-dire mon boss, le remarque. Un petit signe, ok, pouce vers le haut, aurait suffi. Les exigences de mon patron confinaient parfois à l'absurde. Il me donnait des tâches plus ou moins irréalisables. Il m'est arrivé de trouver des solutions, mais aussi de me planter complètement. Vous savez ce que c'est, on ne peut pas tout réussir, et de temps à autre, tout se termine en catastrophe. Il est frustrant de se trouver au bas de la chaîne, sans pouvoir donner son avis sur la façon dont le travail devrait être exécuté, ou quand personne n'écoute vos propositions ou vos idées. Il arrivait à mon chef de m'écouter poliment, en hochant la tête, puis de déclarer « J'entends bien ce que vous me dites », immédiatement suivi par un « mais ». Vous savez ce que cela signifie, bien sûr. Cela signifie « J'entends bien que vous êtes en train de parler, mais ce que vous me dites me passe au-dessus du citron. » Il a déjà décidé, alors pourquoi vous a-t-il demandé votre avis? Autre cas de figure, le boss écoute et déclare « Faites comme vous voulez, mais ce sera de votre faute si ça ne marche pas. » Merci. La confiance règne. Je n'ai jamais su fermer ma grande bouche. Étant jeune, j'étais très remonté contre l'autorité et cela m'a attiré des ennuis. Plus tard, il m'est arrivé de remettre en question certaines pratiques et mes supérieurs me répondaient, en l'absence de toute logique, « C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça qu'on fait les choses ici, ou, ma préférée, on a toujours fait comme ça. » Waouh, en voilà un argument qui tient la route. Je sais donc ce que c'est que d'être un collaborateur sans aucune influence. Heureusement, il y a toujours des exceptions. J'ai eu également des patrons dotés d'une écoute formidable et ouverts aux suggestions et aux idées de leur staff. Et quand ils n'avaient pas la paternité de tel ou tel projet, certains avaient même la décence de le reconnaître. Tout comme vous sans doute, je me suis souvent demandé comment mon boss pensait et fonctionnait. Pour essayer de comprendre. Alors examinons les raisons qui pourraient expliquer les comportements bizarres de nos chefs. Préparez-vous à plonger dans un monde étrange. Ok, c'est parti. Partie 1. Tous des mauvais patrons? Chapitre 1. L'absence de leadership et ses effets consternants. Un bon leadership repose sur une complémentarité chef-employé, car l'interdépendance de ces deux parties garantit le bon fonctionnement d'une entreprise. Le rôle de patron semble a priori ridiculement simple. Prendre un air important et assister à une kyrielle de réunions, ne pas lâcher son téléphone et jouer au golf le vendredi après-midi. À la portée du premier venu, non? Quand tout se passe bien, le chef s'attribue tous les mérites. En cas de pépin, il fait porter le chapeau à un subalterne. D'accord, j'exagère un peu. La fonction ne se réduit pas à ça, mais ceux qui ont eu un boss absolument nul savent que ce job peut être mal exécuté. Il nous est tous arrivé de travailler sous les ordres d'un supérieur incompétent et de nous demander pourquoi il ne s'en sortait pas mieux que ça. Certains n'ont aucune des qualités requises d'un chef, ce qui les rend par définition totalement inutiles. Et pose la question suivante, à quoi sert un patron qui ne dirige rien ni personne? Beaucoup n'ont rien à faire au poste qu'ils occupent. Je suis sûr que vous en reconnaîtrez quelques-uns. Celui qui ne prononce jamais la moindre parole positive, celui qui se plaint constamment de tout ce que vous faites, celui qui vous fait porter la responsabilité de ses erreurs, celui qui s'attribue le mérite de votre travail, celui qui ne sait absolument pas en quoi consiste votre fonction, celui qui ne vous répond jamais comme promis, celui qui pique des crises sans raison, celui qui s'attend à ce que vous lisiez dans ses pensées, celui qui souligne vos erreurs devant les clients, celui dont les consignes sont confuses au point d'en devenir incompréhensibles, l'étourdi, le désordonné qui perd ses documents, le contrôle freak qui interfère constamment dans votre travail, celui qui vérifie absolument tout dans le moindre détail, celui qui ne délègue jamais rien à personne, celui qui insiste pour prendre toutes les décisions lui-même, celui qui n'est jamais là, celui qui ne donne jamais d'ordre direct en espérant que vous devinerez ce qu'il veut, celui indifférent au fait qu'un employé fasse mal son travail, celui qui a tellement peur du conflit que tout est permis, celui qui exige qu'on lui obéisse simplement parce qu'il est le patron,
celui qui fait tant d'efforts pour faire croire qu'il vous écoute et qui n'entend pas un mot de ce